Libar, finalement, l'enjeu et ce qui se passe, c'est l'interactivité, finalement. C'est ça aussi la clé maintenant dans la communication. C'est la clé, c'est le dialogue, ça c'est clairement la révolution du digital. Par contre, il ne faut pas oublier, parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est l'interne, c'est le rôle du salarié. Oui, c'est ce que je disais, finalement, le salarié peut être aussi source d'information. Même via les réseaux sociaux. Il le fait. C'est-à-dire, on sait, d'après l'ensemble de nos études, que 30% des salariés sur les réseaux sociaux parlent de leur entreprise et que 9% ont déjà critiqué leur patron. C'est-à-dire qu'on sait aussi que le salarié... Voilà, c'est-à-dire que le salarié peut être aussi avoir un rôle fondamental dans la création de la marque, de la réputation, ce qui veut dire aussi que toute la communication des entreprises, elle doit désormais toujours se considérer comme étant en interne et en externe en même temps. C'est-à-dire toujours penser communication globale et pas la communication externe d'un côté, la communication interne de l'autre. Donc ça, c'est aussi une nouveauté importante. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Tout à l'heure, on parlait de satisfaire l'actionnaire, c'est une chose. Satisfaire les clients, c'est très important. Mais les employés sont la force vive qui fait vivre l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a un livre qui vient de sortir très récemment qui s'appelle Les employés d'abord, les clients ensuite, écrit par un entrepreneur indien qui s'appelle Vinay Nayar. C'est un livre qui a été best-seller aux États-Unis. Son management a été qualifié par Fortune Magazine de management le plus moderne du monde. Donc, il explique comment replacer les salariés dans la décision, comment donner plus d'autonomie à toutes ce qu'il appelle les zones de valeur, c'est-à-dire tous les endroits, tous les postes où on est en relation avec le client. Donc c'est une nouvelle révolution aussi à l'intérieur des entreprises que de satisfaire à la fois les clients, les actionnaires, mais les salariés, c'est même capital. On peut aussi valoriser l'entreprise et les salariés à travers des actions qui sortent la marque vers l'extérieur. Et là, je pense notamment à Diego Della Valle, le PDG de Tod's, qui a sorti 25 millions d'euros pour faire la réfection entière du Colisée. Donc, sans publicité, c'est-à-dire que sans mettre de logo sur les travaux, etc. Et ça valorise l'entreprise et les salariés, puisqu'aujourd'hui, Diego est considéré comme le sauveur du Colisée en Italie. Donc il y a une autre démarche. Et pareil pour Coca-Cola, on en parlait tout à l'heure, Coca-Cola qui recycle ses bouteilles en plastique pour en faire des sièges, qui investit dans les hôpitaux pour les enfants. Enfin, tout ça, ça fait partie de la réputation nouvelle des marques qui sortent de leurs produits, enfin, de leur communication produit, et qui prennent un rôle dans la valeur aujourd'hui. On va mieux comprendre aussi les perspectives et parler du développement durable aussi, qui est l'un des enjeux, et ce sera après une dernière pause dans Paris d'avenir sur BFM Business. 1h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. En France, les investissements en communication des entreprises ont été multipliés par 20 environ en une trentaine d'années. Évidemment, Internet a vraiment changé la donne. Il ne s'agit pas évidemment seulement de communiquer, mais de savoir aussi être différent, communiquer vraiment différemment. On le fait aussi ce soir dans Paris d'avenir. Thierry Libar, professeur en sciences de l'information et de la communication, l'a évoqué avant la pause à travers les démarches, on va dire, un peu plus durables des entrepreneurs. Vous mâchez pas vos mots en ayant sorti notamment un livre, c'est Communication et environnement, pacte impossible, vous le dites. Alors bon, peut-être qu'il faut prendre différemment la communication en matière de développement durable, y mettre justement plus de dialogue, d'interactivité, si on vous parle. Oui, mon maître mot en la matière, c'est de dire qu'en matière de développement durable, moins de réputation, plus de relations. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on entend le discours des entreprises sur le développement durable, qu'on assiste à une sorte de concours de beauté environnementale où chaque entreprise se paraît de toutes les vertus écologiques. À partir d'un moment donné, on n'y croit plus. C'est-dire qu'en plus, on est un peu à l'ère du soupçon envers les entreprises. Ça marche pas. De toute façon, les clients, on parle des clients, n'y croient pas nécessairement. Donc maintenant, c'est concrètement... Il faut juste différencier le déclaratif et le comportemental. C'est-à-dire que dans le déclaratif, on a 80% des Français, globalement des Européens, qui disent oui, j'y crois, c'est super important. Et quand je fais mes courses, c'est un critère que je prends en compte. Par contre, quand on leur demande, citez-moi au moins une entreprise que vous considérez justement comme éthique, citoyenne, qui fait réellement du développement durable, ils sont incapables de répondre. C'est-à-dire qu'en fait, l'environnement, c'est aussi un moyen de se valoriser. L'environnement, tout le monde y croit, tout le monde y est préoccupé. Mais au moment où il faut faire des arbitrages, l'environnement passe souvent à la trappe. Il suffit de regarder la liste des 100 entreprises qui ont les meilleures réputations. Donc on a plein de classements, plein d'heures. Et à chaque fois, vous trouvez aucune entreprise qui survalorise l'argument écologique. C'est-à-dire que là où vous avez une bonne réputation, c'est quand vous répondez aux attentes du client. C'est à partir du moment où ce qu'on attend de vous, vous le faites bien. À partir du moment où il y a une survalorisation de l'argument écologique, on a l'impression que ça tombe assez rapidement dans le greenwashing. Et là, on a un effet boomerang qui peut être assez important.
En tout cas, Thierry Spencer, un cofondateur de Test & Trust, tout ce dont on parle ce soir, cette évolution dans la communication, on en parle beaucoup ailleurs, à travers des ouvrages, des salons. Enfin, voilà, on est vraiment dans une démarche. Absolument. J'ai le plaisir d'avoir co-signé un livre qui sort demain, qui s'appelle Un nouveau consommateur, nouveau marketing, aux éditions Duno. Bientôt un salon qui est le CEMO, le salon des études marketing et d'opinion, qui aura lieu le 2 et le 3 novembre prochain à Paris, en même temps que Optimisation Marketing. Voilà, c'est autant de rendez-vous très très importants. Et c'est vrai que ce dont on parlait à l'instant sur la communication environnementale, le greenwashing, c'est aussi très important pour l'éthique. En discutant à propos de l'AFNOR, par exemple, de la norme française sur laquelle nous sommes en train de travailler chez testandtrust.com, nous avons pris l'initiative d'aller voir l'AFNOR pour créer une norme française des avis consommateurs sur Internet. L'idée est d'avoir un groupe de travail avec les plus grands noms de l'e-commerce français et de réfléchir à ce qui pourrait être une démarche éthique d'avis fiable et sincère. Donc nos travaux vont durer environ 1 an. Je crois que vous connaissez bien l'AFNOR, si je ne m'abuse, puisque vous êtes administrateur depuis 1 an. Donc les sujets d'éthique, les clients ils sont de plus en plus sensibles, aussi bien dans l'environnement que l'éthique en général par rapport au discours de la marque. Les clients sont réellement sensibles à tous ces points de différenciation. On sent la place, voilà, les enjeux qu'il y a aussi, la place du consommateur plus que jamais. Emmanuel Racah, un PDG de Nouveau Sens et de speeddaming.com, vous, comment vous voyez l'avenir des marques, l'avenir de la communication? L'avenir sera, comme on en a parlé au tout début, c'est-à-dire défragmenté, c'est-à-dire être partout, visible partout, surtout par l'Internet et pas seulement, la déclinaison d'Internet, et puis aussi en dehors, comme on l'a évoqué, en dehors de l'aspect produit ou service, mais plus par des actions, comme on en a parlé tout à l'heure, pour Tod's ou pour Le Sieur chez nous, qui investit, qui donne énormément d'huile en ce moment sur la corne de l'Afrique pour la famine qui se propage en Somalie. Donc c'est des choses comme ça, entre le digital défragmenté et puis des actions à l'extérieur qui ne sont pas forcément produits, mais qui donnent une réputation auprès de l'entreprise et auprès des salariés. Et vous, qui êtes au contact de PME, de TPE, vous sentez l'importance de la marque et l'importance aussi de communiquer différemment, même si ce sont des plus petites structures, mais qui savent aussi servir des nouveaux outils. Absolument, une petite structure aujourd'hui se doit d'avoir minimum un nom qui soit fédérateur pour pouvoir ensuite aller au-delà et pouvoir participer à son marché. Alors Thierry Libard, pour résumer peut-être en quelques mots, comment vous voyez aussi la communication dans quelques années? On a dit beaucoup qu'elle avait changé, qu'elle avait évolué, qu'elle allait encore évoluer sûrement. Oui, c'est aussi tout son intérêt. C'est-à-dire, on sait que la communication, c'est une discipline vivante. Enfin, moi, j'enseigne la communication. Les manuels de communication, il y a 10 ans, on peut les mettre au placard. Ça n'a plus aucune utilité maintenant. Donc, ceux que vous avez publiés là depuis 20 ans. Voilà, c'est-à-dire, je vois justement dans les rééditions, à chaque fois, on est obligé de quasiment tout reprendre. Donc, les grandes tendances, c'est ça, c'est retrouver la confiance. C'est la judiciarisation. Tout est de plus en plus juridique dans l'univers de la communication. Oui, c'est ce qu'on est par rapport des dépôts des marques. Les problèmes de finance également, et donc de court-termisme dans la communication, le rôle du développement durable et la norme ISO 26000 également, qui est super importante dans la communication, et la responsabilité sociale des entreprises. Il y a un ensemble. Finalement, ça change aussi le management. Finalement, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, entre le lien entre l'interne et l'externe. Enfin, finalement, la communication change aussi. Ça change le management, ça change le rôle du président, ça change le rôle des salariés qui sont partie prenante à la communication. C'est plus seulement le rôle du directeur de communication. Et puis cette segmentation qui est importante, c'est-à-dire qu'il y a eu un bouleversement très fort au milieu des années 90 qui continue encore et qui dit la communication désormais, elle est segmentée, fragmentée. Il y a un retour sur investissement de plus en plus rapide. Et les conseils qu'on pourrait donner aux entreprises qui nous écouteraient serait de dire, c'est justement dans les périodes de difficultés économiques dont on parle en ce moment de manière gigantesque, où beaucoup se disent il faut couper la communication, on voit pas très bien, etc. Mais si on a un conseil à leur donner ce soir, c'est justement dans ces périodes difficiles qu'il faut investir dans la communication. Demain, seules les marques fortes survivront. On a retenu un think different, c'était ce que disait pendant un temps Apple. Enfin, en tout cas, il faut oser être différent, communiquer autrement. Vous nous avez bien présenté, en tout cas, ces bouleversements qui se passent aussi dans le domaine de la communication. Merci à tous les trois d'être venus. On se retrouvera demain, toujours en direct à 21h dans Paris d'Avenir, cette fois-ci pour parler de finances solidaires en Ile-de-France, donc un sujet bien différent.